plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et je voudrais y joindre mes félicitations à Madame Siquier et à l'Institut Friedland pour cette fantastique plaquette sur l'Axis que je trouve vraiment intéressante à lire et que je partagerai volontiers avec mes étudiants comme lecture obligatoire si c'est permis. Alors, j'ai intitulé ce très bref exposé, et merci de me dire si je suis trop long, « Retour à un bon impôt ». Ça laisse entendre que dans le passé, l'impôt était bon. Et je voudrais prendre ça surtout comme point de référence. Le passé étant avant l'Europe, avant le grand marché, avant le numérique, avant etc., à une époque où les États, en quelque sorte, remplissaient leur devoir, qui était d'être l'agent de l'équité par excellence au niveau du pays. Et repartir des caractéristiques de la taxation des sociétés et des revenus du capital à l'époque comme point de départ de ce qu'on pourrait souhaiter pour le futur. L'idée étant qu'on pourrait attendre des documents européens, de la législation européenne, qu'elle fournissent un cadre qui, principe de subsidiarité oblige, permet aux différents États de dessiner leur propre fiscalité dans ce cadre-là, et l'Axis fournit une bonne base pour avancer. En quelques mots, qu'est-ce qu'un bon système fiscal? On va y revenir. Et puis, comment aujourd'hui rendre à nouveau le système fiscal bon, donc parler de la bonté du système fiscal, vous faites du caractère bon, je ne sais pas comment on devrait dire en français. Et voilà. Alors avant le grand marché, qu'est-ce qui se passait? On pouvait dire qu'un bon système fiscal est un arbitrage, et c'est toujours valable, démocratiquement choisi entre les trois rôles de l'impôt, selon l'approche musgrévienne, efficacité, équité et incitance. Alors il y a trois mots importants sur ce slide. Démocratiquement choisi. Ça veut dire un impôt qui maximise la satisfaction de l'électeur médian national, qui est une sorte de conjonction d'un volume de biens et services publics et de leur financement. Le deuxième mot que je mets en évidence, c'est le mot efficacité. Ça veut dire un système fiscal qui ne tord pas les prix, qui est neutre par rapport aux choix financiers, donc qui ne crée pas de distorsion en faveur du financement par emprunt ou du financement par émission d'actions principalement. Et le troisième mot, c'est équité. C'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup à propos de l'impôt des sociétés et des revenus du capital, mais qui était très à la mode dans les années 70. Il ne modifie pas la progressivité de l'impôt. Et le design qu'on trouve dans les travaux de King ou de Stiglitz à l'époque des débuts des années 70, il y avait cette idée-là, le fiscal ne doit pas modifier la progressivité de l'impôt. Alors, quand on met ces points en évidence, on retombe sur quoi? On retombe sur des choses qui ont existé. L'imputation complète allemande, l'avoir fiscal français ou italien, qui permettait, je ne dis pas qu'ils y arrivaient, mais qui permettait la réalisation de ces propriétés. Seulement, c'était une époque où les apporteurs étaient essentiellement des personnes physiques résidentes du pays et qui agissaient via une société. La société était vue comme étant le bras institutionnel pour faire des affaires de personnes physiques. L'impôt des sociétés n'était qu'une avance sur l'impôt progressif des personnes, et s'il était prélevé, il était d'ailleurs crédité. J'ajoute qu'on commençait déjà à parler de cash flow, de taxe sur le cash flow, et j'y reviendrai après. À l'époque, il y a eu une célèbre hearing de M. Martin Feldstein devant le Way and Means Committee aux États-Unis, dans lequel il disait la taxation du cash flow, ça veut dire la taxation dont on ne peut pas déduire les charges financières. Eh bien, c'est la réforme que les États-Unis devraient faire, mais elles en ont déjà assez fait ces dernières années, donc postposons ça. Mais ça pourrait revenir. Alors, nous ne sommes plus dans ce monde-là, nous sommes dans un monde de transition. Dans cette transition, il y a l'Europe. Les apporteurs sont des résidents, mais aussi des non-résidents. Et, oserais-je le dire, les États se sont mus d'une posture de maximisateur de satisfaction collective à celui de marchand de territoire.
Deuxième étape de la transition, la globalisation. Les apporteurs sont de plus en plus des sociétés des sociétés et non plus des personnes physiques, résidentes ou non résidentes, mais du même groupe. Et on pourrait dire que les entreprises sont passées d'un rôle de maximisateur de valeur ajoutée réelle à celui de stratège de course au paper profits. Et je vais essayer d'illustrer cela dans un instant. Dans ce contexte, la résidence fiscale d'une entreprise devient un mystère et je vous renverrai volontiers à la lecture d'un excellent papier de Mihar Desai en 2009. Desai est un professeur à l'université Harvard, à la Business School, et s'interrogeant sur la nationalité des entreprises et la manière de la déterminer. On a l'impression que les entreprises choisissent combien et où elles veulent ou peuvent être imposées. Et le troisième point, c'est le numérique. L'extrême incorporalité des entreprises du numérique exaspère leur mobilité et leur pouvoir face aux États. Alors j'illustre cela par trois petites choses. Premièrement, ce tableau, je trouve, que j'ai trouvé sur le web, est intéressant par les chiffres qu'ils mettent en rouge. Si vous comparez les États-Unis et l'Europe, vous voyez que la société dont il est question dans ce tableau a 35% de ses ventes aux États-Unis, 22% en Europe, mais paye aux États-Unis 85% de son impôt et 4% seulement de ses impôts sur le territoire de l'Union européenne. Alors quel est le mystère qui se cache derrière ? On peut imaginer des rulings, des accords préliminaires et des choses de ce genre-là. Deuxièmement, je m'illustre comme naïf. Ceci est inspiré de la stratégie de Google. Alors j'imaginais que Google faisait une prestation dans mon pays. Et dans mon pays, les bénéfices sont taxés à 34%. Mon pays, c'est la Belgique. Et donc il y a, disons, 100 qui entrent, on paye 34, 100 qui sortent. Il y a une retenue source de 15 parce que ça file vers les États-Unis de 15%. Et donc, finalement, la multinationale a une valeur de 56, la Belgique a 44. Belgique, pays où s'est fait la prestation, et ça c'est le point important, et les États-Unis, dû à leur système fiscal, ont 0. Ça semble un idéal du point de vue de la régulation de la multinationale qui paye dans chacun des États concernés ses impôts. La réalité n'est pas du tout celle-là. La réalité, elle se trouve 2 slides plus loin. Elle est beaucoup plus compliquée. Il n'y a toujours pas de motif pour payer un impôt en Belgique, en sens qu'il n'y a pas de base fixe numérique. Mais la facture est envoyée d'Irlande et non pas de Belgique, ce qui veut dire que l'impôt des sociétés n'est pas de 34%, mais de 12,5%. Si ça sortait de l'Irlande vers les États-Unis directement, il y aurait une retenue source de 15% parce que les États-Unis ne font pas partie de l'Union européenne. Donc on va faire un petit détour, on va vers les Pays-Bas. Pas de retenue source entre Irlande 2 et Pays-Bas 1 parce qu'on est à l'intérieur de l'Union européenne. Pas d'impôt aux Pays-Bas parce que ça ne fait que passer. Et pas d'impôt à la sortie des Pays-Bas vers les Bermudes parce que les Pays-Bas n'en mettent pas. Et finalement, ça arrive à un truc hybride que j'ai mis en noir sur brun, Irlande-Bermude, un truc qui est localisé aux Bermudes mais qui est de droit irlandais. Pour les États-Unis, c'est localisé, c'est de droit irlandais, donc c'est une société irlandaise, c'est-à-dire une société d'un pays coopératif. Tandis que pour les Européens, c'est une société bermudienne, puisqu'elle a son lieu de principale direction là-bas. Ça me semble un bon schéma pour réfléchir, pour dire comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un rattachement, en quelque sorte, de ce flux à la Belgique dans les circonstances ici, puisque la prestation est faite là-bas. Et ça me semble être une des questions les plus importantes que je soumettrai à la discussion. Remarque, ceci a été fait sans gonfler les choses
par des manipulations de prix de transfert. Le prix de transfert, c'est le petit drapeau P étoile. Et vous voyez immédiatement que si on le fait glisser à gauche ou à droite, on augmente le taxé en A ou le taxé en B. Et on peut ainsi optimiser la charge fiscale de l'entreprise via cette manipulation des prix de transfert. Mais je pense que mon voisin en parlera beaucoup plus et plus intelligemment. Et c'est aussi, sans toucher à la structure financière, la petite équation qui est là vous montre qu'en fonction du différentiel de taxation, on va créer des flux de prêts, donc des flux de sous-capitalisation, des choses de ce genre-là, pour jouer sur l'optimisation de la charge fiscale. Ceci pose la question du nexus avec la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, les Bermudes, etc., de la localisation des ventes hors du groupe, et nous envoie à la question que faire? Comment permettre le retour à un bon impôt? Alors pour moi, le retour à un bon impôt, c'est un retour à la souveraineté budgétaire des États, c'est réguler les activités des multinationales et une série d'autres objectifs, comme par exemple donner aux petites et moyennes entreprises les mêmes chances qu'aux grandes. Alors j'en viens ainsi à Axis. Alors, est-ce que Axis est meilleur que BEPS? C'est un peu la question que je me posais en préparant ces slides. Et voilà quelques points qui iraient dans ce sens-là. Je ne réexplique pas BEPS, vous le savez maintenant. Axis, c'est quoi? Axis, c'est trois choses. J'en mentionne deux. C'est un code fiscal commun, code fédéral aux États-Unis ou code fédéral au Canada. C'est une consolidation et c'est une formule de répartition. Et mon sentiment, c'est que tout est dans la formule de répartition. Et beaucoup d'éléments de réponse sur ce qu'Axis peut apporter aux entreprises ou peut ne pas apporter aux entreprises est dans la formule de répartition. Ce qu'il faut savoir aussi, avant de commencer, c'est que c'est un projet américain, enfin USA et canadien. C'était le sujet de thèse de doctorat de mon amie Madame Weiner dans les années 70. Et donc, c'est quelque chose qui est assez ancien, qui est appliqué depuis très longtemps, parfois mal, parfois bien, par les États-Unis et par le Canada. Alors, comment ça fonctionne là-bas? Vous avez un code fédéral qui détermine le calcul de l'impôt des sociétés. Et puis, vous avez une répartition du produit entre, bien sûr, il y a une grande part qui va au fédéral, ce qui est la différence avec ce qu'on connaît ici en Europe, mais le reste est réparti entre les provinces canadiennes ou entre les États américains, et chacun taxe au taux qu'il a envie, qu'il choisit donc démocratiquement. Si le Massachusetts a envie de plus taxer, de pas tellement taxer les sociétés, il le fait. Si la Californie a envie de taxer davantage les sociétés, elle peut le faire. Donc ça c'est bien le point de démocratiquement choisi. Là où c'est beaucoup moins efficace, c'est que la formule, le poids donné à chacun des éléments peut varier d'un État à l'autre, même si de plus en plus d'États américains ont choisi la localisation des ventes, et je vais y revenir. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est que Axis renforce ou réduise la concurrence fiscale et donc la capacité respective des États et des entreprises dépend de la formule d'attribution. Trois critères: les ventes selon le principe de destination, le coût du travail ou le nombre de travailleurs, les actifs corporels. Si vous regardez une équation dans votre vie, regardez celle-là. Vous avez les éléments de la formule. AS, c'est le poids donné aux ventes. S, c'est la première lettre du mot vente. L, c'est le poids donné au travail. L, c'est la première lettre du mot travail. Et K, c'est le poids donné au capital. SI de T sur S, c'est quoi? C'est la part des ventes de la société dans la juridiction I, dans le pays I, rapportée au total des ventes de la société. Idem pour le travail, idem pour le capital.
Ce que j'imagine, c'est que les ventes dépendent de la fiscalité, que l'emploi dépend de la fiscalité, que le capital dépend de la fiscalité, notamment pour sa localisation. Mais cette dépendance de la fiscalité peut être très importante ou moyennement importante ou faiblement importante. Alors la littérature nous montre bien que si un élément est relativement peu mobile, et le moins mobile des trois éléments de la formule, c'est vraisemblablement les ventes, le chiffre d'affaires, parce qu'elle dépend de la localisation de vos clients. Mais à ce moment-là, si vous voulez réduire la concurrence fiscale, mettez le poids sur les ventes. Ayez un AS qui se rapproche de 1 et laissez tomber, diminuer le AL et le AK. Alors ça c'est un message important. Et si on veut, avant de résumer, regardons encore un tout petit point. Est-ce que Axis est adoptable partiellement via un accord de coopération renforcé? Ma réponse serait clairement non, vu la libre circulation. Les revenus y restent mesurés, se faire taxer en dehors du périmètre. Et donc, il me semble obligatoire que tous les pays et toutes les entreprises en Union européenne soient soumises à Axis. En conclusion, Axis plutôt que BEPS, oui, à condition que ce soit obligatoire pour tous les États et toutes les multinationales, avec une formule privilégiant les ventes selon le principe de destination comme Nexus, et sans naïveté quant à la subsidiarité. J'avais assisté au début des années 2000 à un grand débat, une espèce de grande messe à la Commission européenne. Il y avait 300 chefs d'entreprise et académiques dans la salle, et à la fin, on a voté pour savoir quel système fiscal on voulait. Tout le monde aimait bien ce système Axis en disant « Oh, chaque État peut, on va respecter le principe de subsidiarité ». C'est complètement naïf parce que tous les chefs d'affaires ou les lobbyistes vont aller trouver les gouvernements et vont leur dire « Écoutez, voilà le taux de taxation que vous nous proposez. Il est quand même un peu plus élevé qu'ailleurs. » Actuellement, les gouvernements peuvent dire, le gouvernement de mon pays peut dire, mon taux de taxation est plus élevé, mais regardez, j'ai telle et telle et telle niche fiscale. Ça va disparaître. Donc ça va donner un pouvoir de négociation beaucoup plus important aux lobbies et aux entreprises, et ça va conduire à une harmonisation qui passera par les forces de négociation. Et donc finalement, sans naïveté, ça veut dire que les gouvernements seront peut-être encore plus dépendants des entreprises, du pouvoir des entreprises. Voilà un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler de la lettre de M. le maire. Je ne vais pas parler simplement pour vous dire que ça mériterait quand même d'être examiné. Il y a une formule sur laquelle travaillent des anglo-saxons, qui sont mes amis Alan Auerbach et Mike Devereux notamment, sur le Destination Based Cash Flow Tax. C'est une taxe sur le cash flow, donc dans lequel aucun flux financier n'est déduit, distribuée selon le principe des ventes, donc le AS est égal à l'unité, et c'est quelque chose qui est une alternative à Axis qui mériterait d'être sans doute étudié davantage. Voilà, je vous remercie, j'ai été trop long et je m'en excuse.